Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition dominicale. Je vous propose d'en découvrir le sommaire tout de suite. C'était la fête du rugby hier soir au stade Prince Héréditaire Jacques avec la remise des Monaco Rugby Awards en présence d'un parrain très titré, Maxime Mermoz. Les Suricates de Monac n'ont pas démérité pour leur première participation au rallye Aïcha des Gazelles. Nous serons en duplex d'Essaouira avec Sylvie Bertrand et Céline Cotalorda. La clôture de la Fashion Week, nous reviendrons sur le défilé proposé par les élèves de l'université londonienne de Central St Martins et du pavillon Bosio à l'espace Léo Ferré. Et puis en cette période très arrosée, les plantes printanières se régalent. Nous nous rendrons à la pépinière domaniale à Saint-Laurent-d'Aise. Enfin, pour revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine, nous irons à Hambourg où la famille princière a inauguré jeudi un Monaco miniature au parc du Wonderland. Et nous entendrons Jean-Pierre Cérus, 13e vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge des questions de transport et mobilité. Il est venu évoquer avec le gouvernement les pistes d'amélioration de la desserte ferroviaire de Monaco. Après le week-end dernier marqué par le tournoi Sunday Vote organisé par la Fédération de rugby et le tirage au sort du tournoi de qualification olympique pour la compétition de rugby à 7 des JO, Monaco s'inscrit toujours un peu plus comme une terre de rugby. Hier soir, c'est l'ASM Rugby qui récompensait les rugbymen et women de tous âges à l'occasion des Monaco Rugby Awards. Voyez ce reportage de Thomas Deus et Justin Adel. La Kids Cup bat son plein depuis le début de la journée. Les jeunes s'amusent dans une compétition réunissant différentes catégories. À cette occasion, le club monégasque a décidé de mettre en place les Monaco Rugby Awards. Effectivement, on essaie de remercier du plus petit bénévole dans l'ombre ou du plus grand éducateur, quels que soient les résultats de son équipe d'ailleurs, mais l'investissement qu'ils y mettent. Et on sait que c'était pas un territoire de rugby à la base, donc il a fallu vraiment prendre à cœur cette histoire. Et aujourd'hui, ce qu'ils transmettent aux gamins, c'est magnifique. Donc on a tout simplement envie de leur dire merci. Le club a envie de leur dire merci, du joueur de l'équipe première en passant par le coach de l'équipe première, voilà, qui vont ce soir applaudir l'éducateur des U6 ou le bénévole qui tient la buvette au tournoi des enfants. Et ça, c'est super. Une première, saluée par tous les membres du club, même le manager sportif. C'est très important, ça fait plaisir que nos dirigeants et le club ils ont organisé cette journée parce que ça va récompenser un peu tout le travail que tous les bénévoles et tous les acteurs du club qui l'ont fait pendant toute l'année. Et si toutes ces récompenses font plaisir, c'est surtout un moment très important pour le club. Une manière de se retrouver et de fédérer petits et grands. Ça crée de la vie de club. Ça fédère, ça permet de marquer le coup, de réunir les acteurs du club, que ce soit les partenaires, sponsors, les bénévoles, les parents et les joueurs. Et c'est vrai que toute l'année, on va dire, on court après les tournois, les entraînements. C'est un peu une course contre la montre. Et là, ça permet d'appuyer un peu sur le bouton pause et de réunir que ce soit l'équipe 1, les jeunes et les moins jeunes. Donc c'est un moment qui est important dans la vie de club. Ces Monaco Rugby Awards sont surtout la possibilité pour le club d'inaugurer son nouveau lieu de réception et sa salle de sport. Des infrastructures nécessaires, car oui, le club grandit de plus en plus. L'équipe 1 s'est d'ailleurs qualifiée pour les 16e de finale. Rendez-vous au stade Prince Héréditaire Jacques le 12 et 19 mai prochain. Le coup d'envoi de la Transat anglaise a été donné cet après-midi à Lorient, cap sur New York pour les participants, dont Boris Herrmann, le skipper de Malizia Sea Explorer. Il s'agit de la doyenne de la course au large. Elle revient après 8 ans d'absence, Covid oblige. Une course musclée au niveau des conditions météorologiques, attend les navigateurs. Nous la suivrons puisqu'elle va permettre notamment à bon nombre de marins de décrocher un ticket pour le Vendée Globe. Une aventure tout à la fois humaine et sportive à présent. Nous les avons suivis tout au long de leur préparation. Les Suricates de Monac sont allés au bout du défi qu'elles s'étaient fixé, participer et terminer le rallye Aïcha des Gazelles. Et si l'épreuve s'est révélée particulièrement difficile, elles s'en sont très bien sorties pour une première participation. Bonsoir mesdames les Suricates de Monac. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre état d'esprit là, à chaud, l'une et l'autre, après ces intenses journées de compétition ? Satisfaite d'avoir réussi ce challenge, avoir vécu une extraordinaire aventure, et puis fatiguée aussi, parce que c'est dur, c'est éprouvant.
Et puis fière aussi un petit peu. Et vous, Sylvie? Oui. D'abord fatiguée parce que en effet les conditions ont été très très compliquées et dures. Ça a été reconnu tout à l'heure par les organisateurs. Ça a été une édition très très difficile, notamment de par les conditions météo, puisqu'on a subi tempête de sable, enfin vraiment des grosses conditions météorologiques. Après, bien évidemment, très contente d'avoir pu arriver au bout, d'avoir tenu le coup jusqu'à la fin. Et puis peut-être une légère frustration. Oui, parce que quel est votre résultat final? Vous vous êtes très bien débrouillé. Eh ben, en fait, on s'est très bien débrouillé jusqu'au dernier jour, je dirais, où on était contre toute attente en haut du classement. Et puis, voilà, le dernier jour, il y a eu une petite défaillance de notre part. Non, mais en fait, on arrive quand même donc 18e au classement, première participation sur, je crois, 150 équipages, et 34e au général sur 164. Hein, donc, il y a beaucoup de primo-participantes. Et du coup, c'est vrai que c'est un résultat qui nous fait plaisir. Mais c'est vrai que, comme dit Sylvie, jusqu'à la dernière étape marathon, donc vraiment le dernier jour, on a raté en fait les 2 dernières balises, et sans ça, je pense qu'on aurait pu faire encore mieux, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ouais, c'est déjà très bien. Céline, vous avez eu une préparation complète, on vous a suivi notamment aussi avec les pompiers de Monaco qui se sont impliqués. Cela suffit face à ces épreuves quotidiennes qui se sont révélées particulièrement dures? Ça nous a aidés, bien sûr, c'était indispensable, notamment pour tout ce qui était pilotage, prise en main du véhicule, guidage aussi, parce que c'est des choses qu'on a mises en pratique sur le terrain. Après, honnêtement, on n'anticipe pas autant la difficulté qu'on va rencontrer concrètement. En fait, on est mis en permanence en situation d'inconfort, de stress. On change nos habitudes, on est prise quand même par le temps, même si c'est pas une course de vitesse. Donc voilà, c'est assez stressant, mais je pense que c'est fait exprès, que les organisateurs sont un petit peu sadiques et que nous, on est un petit peu maso parce qu'on le fait. C'est pas une partie de plaisir. Sylvie, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez justement nous résumer une journée type sur le rallye des gazelles? C'est réveil à 5 heures du matin, briefing à 6 heures, départ à 7 heures et rentrée à pas d'heure. Voilà, grosso modo. Et c'est presque oublié puisque ce matin c'était la fête à Essaouira. C'est une grande famille qui se quitte? Un peu, oui, un peu. Ouais, on est dans une bulle en fait pendant toute la durée du rallye, avec toutes les gazelles, avec les organisateurs de Mayanga, Dominique Serra qui mène tout ça avec brio. Et voilà, on est coucounés entre guillemets, puisque c'est pas facile. Mais en tout cas, on est dans notre petite bulle. Et là, ce matin, c'était vraiment aussi super sympa, l'arrivée sur la plage à Essaouira, vraiment, enfin, très festif. Oui. Et que va devenir le 3e élément des Suricates de Monaco, la voiture? La voiture va repartir d'Essaouira avec son loueur, puisque nous allons la quitter tout à l'heure, dans 1 heure justement, et nous rentrons en avion. C'est-à-dire qu'en fait, les véhicules sont prêtés d'édition en édition. Il y a un parc déjà de véhicules existants? Il existe des loueurs officiels reconnus par les organisateurs. Après, on est libre de faire appel à eux ou pas. Nous, on a choisi de faire appel à eux parce que le petit avantage, c'est que, étant loueur officiel, il a le droit d'être sur place au bivouac et donc il prend en charge ses propres véhicules et il les remet en état pour le lendemain. Céline, à titre personnel, que retiendrez-vous de cette aventure? Que c'était dur, long, éprouvant, mais que ça pousse à se dépasser. Ouais. Et je regrette vraiment pas de l'avoir fait. C'est un projet d'un an, de plus d'1 an, puisqu'on s'est lancé dans l'aventure en créant l'association Suricates de Monaco, parce que derrière, il y a ce projet humanitaire avec la fondation Panzi. Donc voilà, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi une super aventure, et voilà, vraiment, je regrette pas du tout d'avoir fait. Et pour vous, Sylvie? Je dirais en premier, c'est le dépassement de soi et c'est aussi la découverte de soi en situation extrême. Le mot de la conclusion, prête à repartir ou pas? Ou lancer un nouveau défi? Alors, pas tout de suite, et peut-être un nouveau défi.
puisque sur ICAT de Monaco s'arrête pas Oui. et que l'année prochaine, en fait, c'est une action par an humanitaire. Donc, on réfléchit déjà à la prochaine. On a peut-être une petite idée, mais bon, on va se laisser quand même le temps de digérer tout ça. Voilà, jusqu'au prochain défi. Merci Sylvie et Céline d'avoir été avec nous pour revenir sur cette belle expérience. Merci Patricia. Merci Patricia. La Fashion Week monégasque s'est déroulée tout au long de la semaine et c'est un défilé prometteur qui a été présenté en clôture vendredi. 2 hivers, 3 étés a été créé par l'Université des Arts de Londres et par le pavillon Bosio. Cela s'est passé à l'espace Léo Ferré et c'est un reportage de Christinda Thomel et Serge Prémont. Entre défilés et performances, cet événement inédit présentait les collections de stylistes issus de l'université britannique, la Central St. Martin's, dans une scénographie conçue par des étudiants du pavillon Bosio. Un défilé particulier qui a séduit les spectateurs malgré son côté fin du monde. Et c'est plongé dans le noir que cette collaboration entre les 2 institutions a pris vie dans l'antre de l'espace Léo Ferré. Donc on s'est rapproché de Central St. Martin's, qui est l'école d'art de Londres, qui est très réputée internationalement pour son département stylisme. Et on est allé les voir en décembre, on a rencontré 7 stylistes de Central St. Martin's. Ils ont chacun produit 6 silhouettes, donc il y a 42 modèles qui ont été transportés à Monaco. Et avec tout un tas d'aspects en fait, du défilé, les aspects traditionnels du défilé qu'on a essayé de déjouer. Et donc vous verrez que ce n'est pas un aller-retour sur un podium, mais qu'il y a des actions, il y a des performances, il y a des événements lumineux, sonores, etc. qui ponctuent toute la pièce. Ce sont ainsi plus de 100 personnes qui ont œuvré sur ce projet. Sur scène, les mannequins évoluaient dans un décor sauvage, une lande minérale aux sonorités brutes, comme pour faire écho aux collections présentées. C'est l'heure des plantations printanières. Avec les beaux jours, les espaces verts de Monaco fleurissent avec l'apport des plantes qui sont cultivées sous les serres de Saint-Laurent-d'Aise, où se sont rendus cette semaine Anaëlle Marquez et Camille Caloni. Ce sont sous ces serres que poussent et grandissent à chaque saison arbustes et plantes qui décorent Monaco. Et justement, en ce moment, la principauté est en plein refleurissement, alors les jardiniers de la pépinière s'activent pour fournir les équipes en charge du renouvellement des massifs monégasques. En ce moment, justement, on est en pleine plantation. Donc ça fait déjà 1 semaine et demie, c'est presque la 2e semaine. Donc nos serres commencent à être vides. Et on a un camion qui va faire les rotations, qui va desservir chaque secteur en fonction des commandes qu'ils ont passées l'année passée pour les fournir en fleurs dans leurs différents massifs. Depuis près de 50 ans, Monaco cultive donc ses propres plantes, mais pour la première fois, les équipes ont dû s'adapter aux températures de plus en plus élevées et aux risques de sécheresse. On a une grande variété de plantes. Là, on a des plantes principalement d'été. Mais cette année, exceptionnellement, on a fait un essai à cause de la pénurie d'eau de l'an dernier. On a essayé de regrouper 2 fleurissements en un seul. Donc on a éliminé toutes les plantes qui nécessitaient trop d'eau. Donc on a principalement fait des bégonias, des goras, en fait des plantes qui sont très résistantes à la chaleur et au manque d'eau. Le but cette année, que les plantes tiennent donc jusqu'au refleurissement d'hiver. Celui-ci aura lieu fin octobre, début novembre. Un ajustement est quand même prévu à la fin de l'été pour changer les fleurs qui n'auront pas survécu aux chaleurs. Sauf que cultiver des plantes est un processus long. Alors, pour qu'elles soient prêtes en temps et en heure, les équipes s'y prennent 1 an à l'avance. Tout d'abord, on fait un cahier de fleurissement, c'est-à-dire on propose un catalogue de plantes qu'on va envoyer aux différents secteurs. Et à partir de ces différents choix, nous, on va faire des commandes de graines. Pour certaines plantes qui sont plus compliquées ou qui n'existent pas en graines, on part de boutures, de petits plants qu'on achète directement. Mais nous, on préfère vraiment partir de la graine, donc de partir du début jusqu'à la fin de la plante en pot. À chaque refleurissement, ce ne sont pas moins de 40 000 plantes qui sont produites à la pépinière de Monaco, sans oublier qu'elle fournit également la Société des Bains de Mer, la mairie et le Palais Princier. Retour à présent sur les temps forts de la semaine qui s'est écoulée. Rendons-nous en Allemagne. À Hambourg se trouve un musée qui fait rêver petits et grands. Il s'agit du musée miniature Wunderland. Le couple princier et ses 2 enfants s'y sont rendus jeudi pour assister à l'inauguration de la reproduction miniature de la principauté. Vanessa Dessy et Thomas Deus les ont suivis.
Quelle est l'attraction la plus fréquentée d'Allemagne? Le musée Miniature Wonderland vous permet d'explorer le monde de jour comme de nuit, tout un univers réaliste au format miniature. Avec le plus grand réseau de modélisme ferroviaire au monde, le Miniature Wonderland offre plus de 1000 trains, 130 000 arbres, plus de 260 000 figurines, près de 9500 voitures et 4000 maisons. C'est un véritable univers fascinant qui transporte les visiteurs à travers des paysages spectaculaires, des villes animées où se cachent des scènes détaillées. Chaque section offre une immersion totale dans un monde miniature, qu'il s'agisse d'une fête foraine, de Monument Valley ou encore d'un aéroport, où les opérations aéroportuaires restent fidèles à la réalité, depuis le décollage des avions jusqu'au mouvement des véhicules sur le tarmac. C'est un lieu où l'imagination prend vie. It's not easy to describe. It's a world in small where you find many trains running, planes running, but the most important things for our visitors are the small details, funny details, crazy details. You can look all over this layout and find all these small figurines, more than 200,000 figurines which are telling stories and bring you to laugh. It's a place where all the people get with a smile out. Une reproduction miniature de la principauté vient de faire son entrée au Miniature Wonderland. Après près de 6 ans de construction, Monaco est le 12e pays à avoir intégré le musée. Le fondateur a beaucoup voyagé avec sa famille. Chaque été, il se rendait en principauté durant le Grand Prix de Formule 1. Aujourd'hui, il réalise ainsi son rêve d'enfance. Monaco was not easy to build because many people know Monaco, so they have pictures in their mind. So we have to build very clear and perfectly. So it took very long to make the plans, but of course to decide we want to build the Formula One. So as we decided to build Formula One, it was crazy. It took so long to build this technique. It's never seen in the world, so it's new for us, but for our visitors as well. La section monégasque a été construite sur 36 mètres carrés sur laquelle nous pouvons observer le port, le palais princier, le casino ou encore le musée océanographique. Ce ne sont pas moins de 304 maisons, 7000 figurines, 4000 arbres, 300 voitures et 175 bateaux. Il s'agit d'une reproduction de la principauté à échelle 1/87e, c'est-à-dire 87 fois plus petit que la réalité. Des représentants du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient à Monaco jeudi. Parmi eux, le vice-président en charge des questions de transport. Ils ont été reçus au ministère d'État pour évoquer notamment l'amélioration de la desserte ferroviaire de la Principauté. Nous écoutons le ministre d'État, Pierre Dartout, Jean-Pierre Sérus et Céline Caron, ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Ce qu'on souhaite et ce que nous souhaitons en commun avec la région, c'est d'abord une amélioration, et nous avons des perspectives très favorables, une amélioration très nette de la desserte ferroviaire de Monaco par la SNCF et par les autres sociétés qui interviennent. Et nous avons enregistré déjà des progrès importants en la matière et nous allons continuer à favoriser cette amélioration. D'abord, il y a la relation entre les autorités organisatrices que nous sommes et l'opérateur qui est la SNCF. Et là, nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous sommes très partenaires dans la façon dont nous allons encore demander à la SNCF et à ses filiales d'améliorer la situation, ponctualité, régularité. Puis nous travaillons ensemble, nous avons d'ailleurs pris la décision de le faire régulièrement pour améliorer à la fois la capacité de transport par le ferroviaire qui est la colonne vertébrale de nos systèmes de mobilité, ici bien aussi dans la principauté de Monaco que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans son ensemble. Et donc c'est là aussi ensemble que nous allons partager à la fois nos projets et puis, nous l'espérons, les solutions. On ne construit rien tout seul, nos territoires sont imbriqués. Le travail collaboratif de ce matin nous a vraiment permis de savoir où la région en était, de prendre la mesure du partenaire que nous sommes et surtout de se mettre d'accord sur des points de rendez-vous tous les trimestres pour travailler en équipe. Dans les premiers mois à venir, déjà une amélioration du service,
Nous l'appelons de nos voeux et nous ménageons pas nos efforts depuis les dernières séances publiques où nous avions fait état de notre situation. Donc le service va s'améliorer, nous cherchons tous les moyens et nous mettons les moyens pour que ça s'améliore immédiatement. Mais ce qui nous importe aussi, c'est de construire l'avenir, et l'avenir avec les nouvelles connexions, de faire en sorte que d'expliquer aux gens ce que nous construisons et comment nos financements sont utilisés, tant pour la région que pour la principauté. Des propos recueillis par Christine Datomel. Les travaux de reprofilage de la plage du Larvoto se poursuivent. Ils doivent s'achever à la fin de la semaine. Anaëlle Marquez nous explique en quoi consistent ces opérations. Avec l'arrivée des chaleurs et de la saison estivale, la plage du Larvoto se refait une petite beauté. Depuis lundi, le bord de mer est en plein reprofilage, alors ce ne sont pas les serviettes de bain, ni les transats ou les bouées qui ont envahi la plage, mais bel et bien les tractopelles. Ces travaux permettent de diminuer la pente d'accès à l'eau qui s'est formée pendant la saison hivernale, de récupérer le sable qui s'est échoué ou qui s'est accumulé côté est de la plage, de façon à la remodeler et permettre une morphologie pour accueillir le public et avoir une capacité d'accueil suffisante. Il y en a systématiquement à la fin de chaque saison hivernale pour vraiment faire le plus gros des travaux. Et ensuite, il y a un entretien quotidien qui sera réalisé pendant tout l'été pour éviter justement que cette pente ne se reforme. Une contrainte pour les équipes en charge du reprofilage, préserver les espèces sous-marines de la réserve du Larvoto. Alors un dispositif un peu particulier a été mis en place. Ces filets anti-turbidité sont en effet placés au niveau des anses. Ils sont doublés de manière à éviter que les sédiments, qui sont des dépôts de matière générés par les travaux, n'aillent se déposer sur les herbiers de Posidonie et servent de manière générale à protéger la biodiversité attenante. Le temps du reprofilage, la plage reste partiellement accessible selon les zones où les engins se trouvent, mais pour des questions de sécurité, la baignade est interdite. Les travaux devraient prendre fin le 3 mai prochain. Et pour profiter de la plage lorsqu'elle sera complètement rouverte, il faut espérer de meilleures conditions météo que celles que nous avons actuellement. Et l'heure n'est pas pour l'instant à l'amélioration, Justin Hadel. Effectivement, Patricia, la journée de demain sera identique à celle d'aujourd'hui, même si le soleil sera un peu plus présent. Beaucoup de brouillard, des nuages, mais aussi 30 km/h de vent sont attendus. Et concernant la température, il fera plus chaud, 16 à 22 degrés en milieu d'après-midi. Profitez-en, car l'ensemble de la semaine risque d'être perturbé par de nombreuses intempéries. La mer reste de son côté stable, avec une température fixée au 16. Le soleil se lèvera à 6h22 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 20h32. En ce lundi 29 avril, nous fêterons Sainte-Catherine de Sienne. Il faudra donc attendre encore un peu pour le retour du soleil. Cette édition se referme avec le flashback de la semaine, tout ce qui est arrivé au cours des dernières années sur cette dernière semaine d'avril et début mai. Demain à 19h, vous retrouverez Julia Vial. Très belle fin de week-end et bon début de semaine.